Voilà, bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez tous bien et que vous m'entendez. S'il vous plaît, écrivez un en commentaire si vous m'entendez bien. Voilà, pour être sûr, parce qu'avec les appareils, c'est pas toujours sûr que vous m'entendez. Écrivez juste un en commentaire. Je vais voir vos différents commentaires et je vais vérifier que vous m'entendez super bien. Est-ce que le live va commencer? Voilà, super. Vous écrivez un super, super. D'accord, vous m'entendez très bien. Donc, nous allons commencer avec notre session de formation en leadership. Comment utiliser le leadership pour bâtir des entreprises prospères? C'est notre thème d'aujourd'hui, OK? Alors, je vais d'abord arrêter le passage ici pour être sûr que vous me voyez bien. Voilà. Donc, pour ceux qui sont nouveaux, déjà, c'est la première fois que je fais un webinaire comme ça pour le leadership, pour le compte de notre école de leadership institutionnel, une plateforme que je mets sur pied pour accompagner ceux-là qui veulent développer leur leadership, pour accompagner ceux-là qui veulent aller à un autre niveau en termes de leadership, ceux-là qui savent que avec le leadership, on peut vraiment bâtir des grandes entreprises. Avec le leadership, on peut se démarquer dans la société et qui veulent effectivement se démarquer. Et il y en a qui vont se connecter au fur et à mesure. Et il y en a qui rencontrent peut-être des petits problèmes, des petits soucis pour se connecter, mais qui vont se connecter. Euh, Ils vont nous retrouver, hein. Nous avons 1h30 1h30 pour finir. Il y a plusieurs personnes en Amérique du Nord qui sont encore au bureau en ce moment et qui vont utiliser leur temps de pause, voilà, pour suivre la formation. Donc, nous allons faire l'effort de rester dans les délais comme il faut. Alors, je vais rapidement me présenter et puis nous allons aller dans le vif et vous expliquer comment ça va se passer ce soir. Donc, je suis Marthe Karine Piakou, je suis maman, je suis épouse, je suis chef d'entreprise, voilà. Nous avons des entreprises aujourd'hui au Canada, voilà, parmi lesquelles une marque de produits cosmétiques homologuée chez Santé Canada et qui est en train de faire son chemin, qui est en train de s'implanter à travers le monde aujourd'hui. Nous avons aussi des académies à travers plusieurs pays, au Cameroun, Douala, Yaoundé, à Libreville au Gabon et puis en Côte d'Ivoire à Abidjan. Voilà. Et l'académie aussi donne des formations en ligne dans plusieurs secteurs du digital tels que community management, marketing digital, web design, e-commerce aussi. Voilà. Et puis, pour bâtir toutes ces entreprises qui aujourd'hui recrutent près de 40 personnes à qui nous payons des salaires chaque mois, il a fallu du leadership. Il a fallu que je travaille énormément chaque pan de mon leadership. Et chemin faisant, j'ai découvert pas mal de choses que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Alors, je ne serai pas seule, voilà. Je ne serai pas seule à vous entretenir aujourd'hui. Je serai également avec une de mes collaboratrices qui s'appelle Madame Georgette. Certainement, il y en a qui la connaissent ici. Elle est l'auteur du livre comment bâtir une équipe, voilà, dans son activité. Et elle interviendra aujourd'hui pour nous parler du leadership en face des équipes. Euh, Plusieurs personnes vont dans les affaires, s'engagent dans les affaires, mais il y a cette partie de gestion d'équipe qu'ils ne savent pas très bien gérer, quoi. Donc, aujourd'hui, elle interviendra par rapport à ça pendant 30 minutes et ensuite, nous aurons 30 minutes de questions-réponses pour vous donner l'opportunité de poser vos questions. Alors, ceci est une session professionnelle, d'accord? C'est une session purement professionnelle avec des professionnels, avec des gens qui sont en affaires, avec des gens qui pratiquent le leadership au quotidien, avec des gens qui veulent bâtir des entreprises prospères. Alors, donc j'espère que vous continuez à bien m'entendre. Je vais rapidement partager mon écran et puis nous allons commencer.
Ceux qui posent des questions, ceux qui ne s'en sortent pas, vous pouvez laisser vos questions dans le chat et puis un membre de l'équipe va vous aider. Comment utiliser le leadership pour bâtir des entreprises prospères? J'aimerais commencer par dire que lorsqu'on s'engage dans l'entrepreneuriat, on ne s'engage pas pour s'essayer. On s'engage pour avoir des résultats. On s'engage pour faire des grandes choses. On s'engage pour mettre sur pied des entreprises qui vont nous permettre de nous prendre en charge tous les mois et ceci pendant de nombreuses années jusqu'à notre retraite et même après notre retraite. Nous voulons bâtir des entreprises que nous pourrons léguer à nos enfants. Nous voulons bâtir des entreprises qui pourront changer la vie de toute une génération. Nous voulons bâtir des entreprises qui vont marquer leur époque. Donc, ceci faisant, il y a des préavis à avoir, il y a des compétences à dompter, il y a une façon de faire que nous devons mettre sur pied. Excusez-moi. Excusez-moi, on m'a signalé que apparemment il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à écrire dans le chat. Donc, un membre de l'équipe va prendre soin de vous, va pouvoir gérer ça sans souci. Donc, nous voulons bâtir des entreprises qui marquent leur histoire. C'est ça que j'appelle des entreprises prospères. Derrière entreprises prospères, je ne vois pas juste la capacité de se faire beaucoup d'argent. Parce qu'aujourd'hui, il y a deux types d'entreprises. On a des activités à but lucratif et des entreprises sociales qui sont des entreprises à but non lucratif, mais qui ont un impact considérable dans la communauté. Donc, ces entreprises sociales aussi ont besoin des leaders qui se positionnent pour apporter effectivement le changement. Alors, pour pouvoir bâtir cela, il faut un certain leadership, il faut une certaine capacité intrinsèque qui est propulsée par le visionnaire de l'entreprise, qui est propulsée par les managers ou les leaders de l'entreprise. Et aujourd'hui, je voudrais attirer votre attention dessus à travers les bonnes techniques, à travers des notions importantes que vous devez prendre en considération pour y arriver. Alors, je vais vous proposer 5 lois principales à appliquer si jamais vous êtes un visionnaire, voilà, si vous voulez bâtir ce genre d'entreprise prospère. La première loi, c'est apprendre à se développer comme un leader influent. C'est quoi un leader influent? John Maxwell dit, un leader, c'est celui qui connaît le chemin, qui emprunte le chemin et qui montre le chemin à d'autres personnes. Dans votre entreprise, vous devez être capable de savoir exactement là où vous allez. Qu'est-ce que vous voulez produire à travers cette entreprise? Vous devez être capable de savoir qu'est-ce que ça prend pour y arriver. Qu'est-ce que ça prend pour produire ces résultats? Et vous devez aussi être capable de conduire d'autres personnes à suivre euh, votre vision, d'embarquer d'autres personnes dans votre vision. Et c'est à ce niveau qu'on voit l'influence. Je dis souvent aux gens que bâtir une grande entreprise, ça ne demande pas premièrement d'avoir beaucoup d'argent. Non. On nous a longtemps fait croire que il faut avoir beaucoup d'argent pour bâtir une grande entreprise. Non. Et là, je vous dirais, vous croyez vraiment que une banque donnerait de l'argent à un chef d'entreprise qui a une mauvaise réputation qui est connue de tous, où tout le monde sait qu'il dilapide de l'argent, tout le monde sait qu'il gère mal ses employés, tout le monde sait qu'il prend mal soin de sa santé et qu'il y a de fortes chances que son entreprise ferme pour bientôt. Non, je ne pense pas. Même s'il vient présenter tous les gages de sécurité qu'il faut, mais la mauvaise réputation qu'il aura précédée
qui fera en sorte que les gens déjà ne lui font pas confiance, sera un frein pour les bailleurs de fonds qui pourraient le supporter, sera un frein pour les alliances stratégiques qu'il aurait pu conclure. Donc, l'influence est ta capacité de drainer d'autres personnes à te suivre. Quand vous voyez, par exemple, les hommes politiques, j'aime beaucoup parler de l'influence en prenant l'exemple des hommes politiques. Un homme politique, quel que soit le pays du monde, ne devient pas président de la République, ne devient pas gouverneur, ne devient pas n'importe quelle position politique que vous pouvez imaginer qui, qui s'obtient par l'élection, ne devient pas élu de la nation, élu de la communauté, parce qu'il a beaucoup d'argent. Généralement, c'est pas ça. Normalement, c'est parce qu'il est capable de drainer les gens derrière lui. Il est capable de faire en sorte que les gens lui fassent confiance. Il est capable de faire en sorte que les gens croient en lui. Et ça, c'est l'influence. Et l'influence, la beauté de la chose en ce qui concerne l'influence, c'est que l'influence se bâtit. On ne naît pas influent, mais on devient influent. On peut décider d'être influent. Vous avez les influenceurs aujourd'hui sur les réseaux sociaux qui ont commencé comme nous tous, comme monsieur, madame, tout le monde, avec un abonné. Ensuite, 10 abonnés, 100 abonnés, et ensuite, ils ont eu 1 million d'abonnés, 2 millions d'abonnés qui les suivent au quotidien, qui acceptent leur système de pensée, qui les accompagnent aujourd'hui depuis 5 ans, depuis 10 ans. C'est ça l'influence. Un leader doit connaître là où il va, être capable de suivre son chemin et d'embarquer d'autres personnes avec lui. Sauf que pour devenir un leader influent, il y a deux choses principales à prendre en considération. Première des choses, connaître sa personnalité. Dans l'étude des personnalités en leadership, on distingue 4 types de personnalités en ce qui concerne le management. Là, je parle aux hommes d'affaires, je parle aux femmes d'affaires, je parle aux chefs d'entreprise, aux managers, aux leaders, à ceux qui ont des positions en matière managériale. Donc, ici, nous allons aller sur le modèle DISC, voilà, parce que c'est le modèle DISC qui étudie les personnalités en milieu managérial. Et dans le modèle DISC, on parle, en ce qui concerne les types de personnalités, on parle des couleurs de personnalité. Et on a différentes couleurs, les couleurs rouges, les couleurs vertes, les couleurs bleues et les couleurs jaunes, par exemple. Je n'ai pas le temps de revenir ici pour vous expliquer à quoi renvoie chaque couleur. Mais quand vous voulez vous développer comme un leader influent, vous devez apprendre à savoir quel est votre type de personnalité. Est-ce que vous êtes un vert? Est-ce que vous êtes un rouge? Est-ce que vous êtes un jaune? Est-ce que vous êtes un bleu? Et de savoir quelles sont les forces de votre personnalité, quelles sont les faiblesses de votre personnalité et savoir comment est-ce que ces forces-là peuvent vous propulser en affaires. Vous savez, rien n'est nouveau sous le soleil, d'accord? Et si rien n'est nouveau sous le soleil, ça veut dire qu'on peut malayer tout ce qui existe déjà. Votre trait de caractère n'est pas nouveau, votre trait de personnalité n'est pas nouveau sous le soleil. On a vu des personnes qui avaient déjà ce trait de caractère. Il y a eu une étude qui a été faite sur ce type de personnes. On sait comment les aider à avoir des résultats. On sait comment les aider à être performants. On sait comment les aider à être influents. Donc, quand vous êtes conscient que votre trait de caractère ou bien votre type de personnalité bien orienté peut vous aider à avoir plus de contrats, peut vous aider à avoir plus de ventes, peut vous aider à avoir plus d'alliances stratégiques, c'est à votre avantage de développer ce trait de personnalité. C'est à votre avantage de le faire davantage observer par vos collaborateurs, davantage remarqué par vos collaborateurs. Pour la petite histoire, j'ai fait mon test de personnalité il y a 3 ans. D'accord? Lorsque je suis devenue coach dans la team John Maxwell, j'ai fait mon test de personnalité et j'ai découvert quels étaient mes 2 traits de personnalité influentes. Et j'ai étudié quels étaient les avantages de ces traits de personnalité, quels étaient les inconvénients de ces traits de personnalité. Et je me suis rendu compte que les inconvénients de mes traits de personnalité pouvaient me faire perdre des relations stratégiques en affaires. Je prends un exemple. Si vous êtes une personne impulsive, vous pouvez
dans un conflit, parce qu'il y a toujours les conflits hein, dans les relations d'affaires, il y a toujours les conflits en milieu professionnel et dans le monde de l'entrepreneuriat, il y a 10 fois plus de conflits. D'accord? Parce que dans le monde de l'entrepreneuriat, on parle ici d'un monde d'opportunités. D'accord? On parle ici d'un monde où chacun veut tirer la couverture de son côté. On parle ici d'un monde où on met beaucoup plus l'argent en avant. Donc, ça va créer des conflits. Alors, si vous êtes une personne impulsive, une personne qui ne sait pas réellement contrôler ses émotions, une personne qui ne sait pas contrôler ce qui sort de sa bouche, il se trouve que vous allez froisser certaines de vos relations. Vous allez même perdre certaines de vos relations à cause d'un mot qui a été dit trop rapidement, à cause d'un mot qui a été mal placé, à cause d'une expression du visage. Voilà, parce que il y a ce qu'on appelle le langage non verbal, voilà, dans la communication, à cause d'un trait de visage que vous avez exprimé et qui est mal passé chez votre interlocuteur et qui a braqué dans la conversation et qui a mis fin à la négociation que vous étiez en train de faire. Et moi, j'ai observé ça dans mes conversations avec certains de mes fournisseurs. Vous savez, je suis dans le e-commerce, j'ai beaucoup de fournisseurs à travers le monde entier et particulièrement en Chine. Et je m'étais rendu compte que dans mes conversations avec mes fournisseurs, ils utilisaient beaucoup les emojis. Ils allaient mettre les émojis de content, les émojis de je suis pas très sûr, les émojis, voilà. Ils allaient utiliser beaucoup d'émojis. Et je m'étais rendu compte que l'utilisation de ces émojis-là allégeait la conversation. Ça me permettait de savoir que le mot qu'ils ont utilisé, voilà l'expression qu'ils peuvent avoir derrière. Et ça allégeait vraiment nos conversations et ça permettait qu'on puisse poursuivre la conversation beaucoup plus loin. Et je me suis rendu compte que ça influençait ma prise de décision. Ça influençait euh, l'attitude que j'avais avec eux et je me retrouvais en train de plus dépenser. Alors, comme je me suis rendu compte que ça m'influençait et ça me permettait, ça me faisait plus dépenser, j'ai adopté la même stratégie avec mes clients, de telle sorte qu'aujourd'hui, quand je suis en conversation avec un client, avec un partenaire, avec un collaborateur, j'ai beaucoup plus tendance à mettre les émojis pour exprimer ce que je suis en train de ressentir à ce moment-là. D'accord? Et ça permet de contrôler ce qu'on est en train d'envoyer comme message à notre interlocuteur. Et ça, c'est une capacité que j'ai eue aujourd'hui à utiliser transformer une de mes faiblesses en force aujourd'hui. Alors, quand vous devez vous développer, comme leader influent pour créer des grandes entreprises, maintenir ces grandes entreprises, léguer ces grandes entreprises. Mes amis, c'est important de connaître votre trait de personnalité et de développer vos forces. On dit souvent en leadership que plus on met l'accent sur les forces, plus on minimise les faiblesses. D'accord? Tout le monde a les faiblesses, mais vos faiblesses seront davantage remarquées lorsque vous n'aurez pas développé vos forces. À partir d'aujourd'hui, apprenez à parler le langage de vos forces. Apprenez à mettre vos forces en avant. Apprenez à mettre vos capacités positives en avant. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, ça va alléger la visibilité de vos faiblesses. Ensuite, la deuxième des lois, c'est savoir gérer son temps efficacement. Alors, pendant que vous écrivez cette deuxième loi, je vais prendre 30 secondes et je vous reviens. Super, je suis là. Alors, en leadership, on dit, ceux qui accomplissent le plus ne sont pas les plus intelligents, mais ce sont ceux-là qui savent gérer leur temps efficacement. Ça veut dire que si vous voyez un chef d'entreprise qui va de victoire en victoire, qui réalise des grandes choses, ce n'est pas parce que cette personne est plus intelligente que vous. Ce n'est pas parce que cette personne est
plus compétente que vous, mais c'est parce que cette personne sait gérer son temps efficacement. Et il faut savoir qu'en matière de création d'entreprise, de gestion d'entreprise, ce n'est pas le temps que vous passez à travailler qui compte, mais c'est de, la qualité de ce que vous faites pendant le temps où vous décidez de travailler. Vous pouvez gérer votre entreprise 4 heures de temps par jour et être plus efficace que cette personne qui passe 20 heures de temps derrière son ordinateur, 20 heures de temps derrière ses employés, 20 heures de temps, voilà. Ça dépend de comment est-ce que vous meublez votre temps. Alors, il faut savoir que dans la gestion du temps, on va prendre en considération les priorités. D'accord? Les priorités. Savoir identifier qu'est-ce qui est prioritaire pour nous, qu'est-ce qui est prioritaire pour l'entreprise, qu'est-ce qui est prioritaire pour faire grandir son entreprise. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses dans la gestion du temps, il y a ce qu'on appelle la loi de la délégation. Ce qui est prioritaire ne doit pas nécessairement être fait par vous, le chef d'entreprise. Le visionnaire, le chef d'entreprise, il y en a qui sont en train de me contacter, mais je ne peux pas répondre maintenant. Vous, le visionnaire, vous, le chef d'entreprise, vous devez prendre en considération la capacité de déléguer. D'accord? Et cette transition arrive très vite que vous le pensez, quand vous gérez bien votre temps. Plusieurs personnes viennent souvent me voir, Marc, Karine, quand est-ce que je dois recruter une personne, quand est-ce que, et tout. Je leur dis, vous devez recruter quand vous êtes prêt à grandir. Vous devez recruter quand vous êtes prêt à grandir. Alors, vous allez vous poser la question de savoir quand est-ce qu'on sait qu'on est prêt à grandir. On sait qu'on est prêt à grandir quand on prend la décision ferme de grandir. Je vais vous faire comprendre que le monde des affaires, c'est le monde où vous êtes le créateur. Le monde des affaires, c'est le monde où vous donnez le temps. Le monde des affaires, c'est le monde où tout est entre vos mains, c'est vous qui décidez, en fait. Vous êtes votre propre patron, comme certaines personnes le disent, même si ce n'est pas tout à fait vrai. Mais c'est un monde où vous avez quand même une forte capacité de décision. Alors, à ce moment, quand vous prenez l'engagement ferme de grandir, ça veut dire que vous allez vers l'excellence. Et malheureusement pour vous, l'excellence ne se fait pas avec une personne. L'excellence rime avec la délégation de compétences. Vous devez être capable de savoir que vous êtes bon à faire quelque chose, mais vous n'êtes pas la personne qui va le faire. Vous allez déléguer à une autre personne et pouvoir prendre ce temps-là, l'allouer à d'autres personnes et avoir plus de résultats. Il y a beaucoup ici parmi vous, vous êtes dans le e-commerce, vous êtes dans l'infopreneuriat, vous êtes dans le business en ligne, voilà. Et il y a des tâches que vous pensez que vous devez faire absolument. Ce n'est que vous qui pouvez faire ces tâches-là. Mon ami, je veux te dire aujourd'hui, si tu es faible dans ton évolution, si tu es ferme pour grandir, ça se pourrait que tu dois déléguer cette tâche à d'autres personnes. Ça se pourrait que tu acceptes qu'une autre personne fasse cette tâche-là efficacement et te rende compte pour que tu puisses utiliser ton temps pour gérer autre chose. Dans la gestion du temps, il y a 5 choses à prendre en considération au quotidien. C'est-à-dire, au quotidien, vous devez avoir des différentes portions. La première des choses, c'est quoi? Vous devez avoir du temps que vous donnez à votre ressourcement spirituel. Tout grand entrepreneur qui doit bâtir des grandes entreprises doit pouvoir se reconnecter à sa source spirituelle. Chacun d'entre vous, chacun d'entre vous a sa source spirituelle. Alors, au quotidien, vous devez allouer un moment pour vous reconnecter à votre source spirituelle. Deuxième des choses, vous devez allouer du temps pour bâtir votre santé à long terme. Ici, je vois quoi? Les activités physiques. Ce n'est pas un luxe pour vous d'aller à la salle de sport, faire 30 minutes d'exercice. Ce n'est pas un luxe pour vous de décider un jour de ne pas prendre votre voiture, mais de faire plutôt le trajet à pied, juste parce que, bon, vous voulez transpirer un peu. Ce n'est pas un luxe pour vous de vous lever 30 minutes plus tôt, une heure plus tôt,
d'aller marcher dans le parc et de revenir prendre votre bain avant de continuer la journée. C'est un investissement à long terme. Ça ne vous sert à rien de tellement vous dépenser pour bâtir cette grande entreprise et ensuite être malade parce que vous n'avez pas su gérer votre temps en vous donnant un temps pour prendre soin de vous-même. Ce n'est pas un luxe pour vous d'aller de temps en temps rencontrer votre médecin, rencontrer votre kiné, rencontrer votre masseuse, votre masseur pour avoir des soins de qualité et puis donner un petit boost à votre corps et continuer. Donc, il y a cette partie. Troisième des choses, c'est que vous devez allouer un temps pour votre éducation financière sur le plan journalier. Chaque jour, vous devez avoir une dose d'éducation financière qui vous permet de vous renouveler, qui vous permet de vous booster, qui vous permet de rêver davantage. N'oubliez pas, vous êtes un chef d'entreprise. N'oubliez pas, vous êtes un visionnaire. N'oubliez pas, vous êtes la personne qui tient cette entreprise et qui va donner le ton pour les 20 prochaines années, pour les 30 prochaines années. Donc, c'est important pour vous de vous ressourcer. D'accord? Et la qualité de vos décisions dépendra de votre niveau de connaissance. Plus vous êtes, plus vous avez un niveau élevé de connaissance en matière d'éducation financière, plus vous allez prendre des décisions averties. Dernièrement, je discutais avec un homme d'affaires qui me disait, Marc, Karim, tu sais, aujourd'hui, en tant que chef d'entreprise, il faut faire attention avec le franc CFA. Ça, c'est une information que je vous donne, hein, juste comme ça. On n'est pas sur les réseaux sociaux, Dieu merci. Donc, il faut faire attention avec le franc CFA, avec la dévaluation du franc CFA, les événements qui se passent aujourd'hui en Afrique et tout. Mais ça, c'est une personne qui est avertie. Ce sont des informations qui vont se trouver dans certains lieux, en fait. Alors, comment est-ce que tu fais pour protéger tes finances? Comment est-ce que tu fais pour protéger ton argent que tu as en banque aujourd'hui et le mettre à l'abri de la dévaluation du franc CFA? Il faut être connecté aux bonnes sources. Il faut avoir la bonne information, mais ça te prend du temps. D'accord? Donc, allouer ce temps-là chaque jour. Quatrième des choses, dans la gestion du temps, avoir un temps pour sa famille. Il y a un homme d'affaires, un richissime homme d'affaires qui avait dit, on lui avait posé la question sur son lit de mort, on lui a demandé quel est votre plus grand regret aujourd'hui couché sur votre lit de mort. Il a dit, c'est de n'avoir pas assez de souvenirs avec les membres de ma famille. Mais comment est-ce qu'on bâtit les souvenirs? En passant du temps avec les membres de sa famille. J'ai un mentor dans le dans le coaching en leadership influent, qui m'avait dit, il voyage beaucoup. Mais il y a une chose qu'il fait tous les jours que Dieu a créé. Quel que soit le fuseau horaire du pays dans lequel il se trouve, c'est qu'il prie avec chaque membre de sa famille. Quel que soit le fuseau horaire, il va se connecter, s'arranger qu'il se connecte à 5 heures correspondant au pays dans lequel ses enfants se trouvent, son épouse se trouve, et ils vont prier ensemble. C'est ça, c'est son engagement, c'est sa discipline. Et lorsqu'il le fait, il sait que au moins ça, ils ont fait. Ces enfants, lorsqu'ils grandiront, ils n'oublieront pas que tous les 5 heures de leur vie, ils priaient avec leur papa. C'est une discipline, hein? Voilà. Donc, les souvenirs, on les emmagasine en passant du temps avec les personnes que nous aimons. Ce n'est pas un luxe pour vous, pour ceux qui sont en Occident, de décider que une fois par an, vous allez prendre votre billet d'avion, vous allez aller rencontrer vos parents qui sont peut-être dans un autre pays, ou vous allez les faire venir pour rester avec vous et passer du temps ensemble. Ça vous permet de bâtir des souvenirs qui ne vont jamais s'effacer dans votre mémoire. Ce n'est pas un luxe de temps en temps. Prendre vos enfants, voyager dans une autre ville, aller au parc avec eux, avoir des activités avec eux tout simplement pour bâtir ce genre de souvenirs-là. OK? Et ensuite, la cinquième des choses, dans la gestion du temps, avoir un temps pour les activités sociales. Il faut être que je contrôle mon temps. Avoir un temps pour les activités sociales. Il y a un niveau dans les affaires où votre fortune ne se bâtit pas à la dimension de votre service ou de votre
produit, mais se bâtit à la dimension de vos connexions sociales. Mais les connexions sociales se font comment? À travers le lobbying, d'accord? Donc, le lobbying, c'est votre capacité à connecter dans un certain cercle. Et je vais vous dire, à partir d'aujourd'hui, si vous décidez, je prends l'exemple, d'entrer dans la chambre de commerce de votre pays, la chambre de commerce de votre ville, vous allez vous rendre compte qu'il y a des opportunités auxquelles vous n'avez jamais pensé qui existaient déjà. C'est juste un petit exemple, d'accord? Alors, on va continuer. Oups. Troisième des choses, devenir un leader caméléon pour attirer les autres vers soi. Bâtir les alliances stratégiques. Alors, c'est quoi le concept du leader caméléon? Le leader caméléon, c'est un leader qui est conscient de ses défauts, qui est conscient de ses points faibles et qui décide de camoufler ces points faibles-là pour attirer les alliances stratégiques sans lesquelles il ne peut se développer. Je vous ai dit, il y a un niveau dans les affaires où ça ne dépend pas de la qualité de votre produit, ça ne dépend pas de la qualité de votre service, mais ça dépend des connexions que vous avez. Sauf que pour attirer des alliances stratégiques, pour bâtir les alliances stratégiques, pour garder les alliances stratégiques dans votre vie, il y a vous devez vous transformer, vous devez accepter de vous transformer. D'accord? J'ai mon mentor, j'en parle toujours, hein, mon mentor qui est en Angleterre, qui me disait son mari a appris à jouer au golf lorsqu'il voulait ouvrir sa clinique en Angleterre. Un jeune Africain qui est venu en Angleterre faire les études de médecine, sorti de l'école de médecine, travailler comme médecin et ensuite il a décidé d'ouvrir sa clinique. Et il s'est rendu compte que c'était un milieu tellement fermé, tellement contrôlé par un type de personnes. Et ce type de personnes, il avait besoin de leur soutien. Et vous savez, ils ont choisi d'aller s'installer dans le Kent, près d'un club de golf. Il allait s'inscrire parce que les clubs de golf sont très fermés, il y a certaines conditions et tout, voilà. Il s'est battu pour remplir les conditions. Il est rentré dans le club de golf pour pouvoir être proche des personnes qui jouaient dans ce club de golf et pouvoir connecter avec eux, avoir le soutien, ouvrir sa clinique et être recommandé comme ça se doit. Ça, c'est ce qu'on appelle les alliances stratégiques. Alors, est-ce qu'il aimait le golf? Non. Est-ce qu'il savait jouer au golf auparavant? Non. Mais il était obligé de devenir un peu caméléon, voilà, pour pouvoir attirer le type d'alliance stratégique dont il avait besoin. On va aller un peu plus vite. Ensuite, savoir développer sa relation avec l'argent. L'argent est un serviteur, non un maître. Alors ici, le point que je veux mettre en avant, c'est de savoir utiliser l'argent pour atteindre des objectifs. D'accord? En tant qu'homme d'affaires, en tant que femme d'affaires, l'argent ne doit pas rester dans le compte bancaire. Et puis, vous êtes content d'ouvrir votre compte bancaire tous les matins et vous voyez que vous avez 10 000 $ dans votre compte bancaire, 100 000 $ dans votre compte bancaire, 1 million de dollars dans votre compte bancaire. Non. En affaires, vous devez avoir un fonds de sécurité. Ça, c'est correct, vous le savez déjà. Mais une fois que vous avez déterminé votre fonds de sécurité qui peut vous permettre de rouler pendant 6 mois, vous devez savoir utiliser l'argent pour produire rapidement. D'accord? Utiliser l'argent pour obtenir, avoir plus de contrats, toucher plus de personnes, avoir plus en visibilité. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère des réseaux sociaux où on utilise les réseaux sociaux pour toucher le monde entier, pour toucher les personnes de l'autre bout du monde. Sauf que les réseaux sociaux répondent à une loi fondamentale qui est la loi de la visibilité. Vous ne pouvez pas toucher les personnes sur les réseaux sociaux comme vous voulez si vous n'avez pas investi dans votre visibilité. Et la visibilité coûte de plus en plus cher aujourd'hui. D'accord? Vous pouvez bâtir votre visibilité de façon factuelle avec les réseaux sociaux où vous payez la visibilité, voilà, la publicité directement auprès de ces réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, voilà, et autres, où vous pouvez utiliser ceux qui ont déjà une audience
et vous greffez à leur audience. Alors, cette deuxième stratégie est plus intéressante. Pourquoi? Parce que non seulement vous touchez à une communauté, mais et aussi vous vous greffez au potentiel, ou bien alors vous vous greffez au capital confiance que cette personne a déjà eu à bâtir. Et je vous assure que ça a un prix. D'accord? Donc, sachez utiliser l'argent que vous avez pour investir là où ça compte réellement, pour faire ce qui compte réellement. Sachez utiliser l'argent que vous avez pour parfaire vos services, pour parfaire vos produits, pour améliorer le milieu professionnel dans lequel vos collaborateurs évoluent au quotidien. Oui, vous pouvez gagner en visibilité, vous pouvez travailler vos produits, mais je vous assure que si vos collaborateurs sont, travaillent tous les jours dans la chaleur, travaillent tous les jours dans l'obscurité, travaillent tous les jours avec les mauvaises conditions, le rendement ne sera pas bon. Vous serez tout simplement en train de courir, de te tourner en rond et ce n'est pas intéressant, quoi. Cinquième des choses et la dernière, savoir appliquer la rigueur dans la gestion. Alors ça, c'est un point très important. Je dis toujours que une personne qui veut bâtir une grande entreprise doit être une personne assez rigoureuse sur elle pour pouvoir créer des procédures et amener les autres à suivre ces procédures. Un entrepreneur qui n'a pas de procédure, c'est une entreprise qui va fermer boutique tôt ou tard. Un entrepreneur qui ne respecte pas ses procédures, c'est un entrepreneur qui va perdre beaucoup d'argent. Un entrepreneur qui n'amène pas ses collaborateurs à respecter ses procédures, c'est un entrepreneur qui va devenir fou en cours de route. Et quand je dis fou, je pèse mes mots. Pourquoi? Parce que quand vous êtes dans une entreprise où tout le monde est roi, où c'est la cour du roi Péto, mon ami, vous allez perdre beaucoup d'argent, vous allez perdre en crédibilité auprès de vos clients, vous allez perdre du temps, vous allez perdre des ressources et vous allez juste être fou à un moment donné. Donc, ça demande de la rigueur sur soi-même pour pouvoir mettre sur pied des procédures, suivre ces procédures et puis amener les autres à suivre ces procédures. Dernièrement, il y a une personne qui m'a contacté, qui m'a dit, Karine, je voudrais que tu postes telle chose sur ta page Facebook pour m'aider. Et j'ai dit à la personne que je ne pense pas que ce que tu me demandes de poster pourra passer sous le contrôle que nous avons mis sur pied dans l'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, la page Facebook, n'est pas juste une page Facebook, c'est la vitrine d'une entreprise, c'est la vitrine d'un grand groupe qui se crée et d'un grand groupe qui paye des salaires à plusieurs personnes. Donc, il y a des procédures qui ont été mises sur pied, il y a une structure qui a été mise sur pied. Donc, il y a un filtre qui est imposé à tout ce qui passe sur la page Facebook. Et je ne pense pas que ce que tu me demandes de poster pourra passer le filtre. Et la personne a mal pris cela. La personne a été déçue. Et je me suis rendu compte que la personne est déçue parce qu'elle se dit que c'est juste une page Facebook. Non, les amis. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du digital. Nos grands-parents ont construit des entreprises avec ce qui était à leur disposition à ce moment-là. Ils avaient des bureaux, ils avaient des affiches, des prospectus qu'ils collaient ci et là. Et puis, c'était de cette façon qu'ils touchaient leurs clients, ils touchaient leurs prospects. Aujourd'hui, nous avons les pages Facebook comme vitrine. Et cette page Facebook rentre dans la stratégie de l'entreprise. Et quand vous êtes une personne rigoureuse, vous mettez sur pied des procédures qui doivent être suivies et vous menez d'autres personnes à suivre ces procédures. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je reviendrai davantage sur les questions. Notez tout simplement les parties où vous voulez qu'on revienne davantage. Je vais passer la parole à ma collaboratrice, Madame Georgette, qui est la responsable Afrique de toute l'entreprise MC Group. Je suis très contente de la présenter aujourd'hui et je sais qu'elle va vous transmettre des choses très, très importantes parce qu'elle est sur le terrain tous les jours avec les réalités africaines. You have the floor. Madame Georgette, tu peux prendre la parole. Attends, est-ce que tu arrives à ouvrir ton micro? J'espère que oui.
Oui, bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Je vais. Merci de me rassurer que le son est OK, s'il vous plaît. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui, on t'entend très bien, mais on ne te voit pas. D'accord, je vais d'abord partager mon écran et activer mon micro. Permettez. Ah, ok, d'accord. Est-ce que Vous allez permettre, je partage mon écran. D'accord, je pense que c'est bon. J'espère que mon écran est vu. Oui, on voit très bien l'écran. OK, d'accord. J'espère que tout le monde se porte bien. Et j'espère que nous sommes tous dans le bain. Il est question pour nous aujourd'hui d'échanger dans ce deuxième volet, sur le caractère d'un chef d'équipe. Sur le caractère d'un chef d'équipe. Alors, on va s'attarder sur, disons, globalement 10 points, mais on va aller rapidement parce que Mme Karine, comme elle a dit, a déjà intervenu sur certains volets. Alors, il est important pour nous de définir d'abord qu'est-ce qu'on peut attendre par leadership et gestion d'équipe. Ici, il s'agit simplement importantes, des compétences importantes pour le succès d'une entreprise. Et le leader, on est revenu là-dessus avec Mohamed Karine, le leader se doit d'être inspirant et il se doit par conséquent de motiver et guider son équipe vers l'accomplissement des objectifs communs. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend par caractère? C'est en fait un ensemble de traits de comportement et de valeurs. Je mets l'accent sur le comportement et je mets l'accent sur la valeur parce que dans ses propos préliminaires, Mme Karine s'est attardée sur le fait que chacun, j'espère que vous avez bien compris le sens, est censé savoir qui il est. Quels sont les caractères, les comportements, les valeurs qui sont les miennes et quelles sont les émotions qui m'habitent. Et c'est ça, en fait, qui va faire le trait de ma personnalité. Mais et je marque un temps d'arrêt pour dire qu'il y a plusieurs personnes parfois qui se lancent dans l'entrepreneuriat sans connaître exactement qui ils sont. Et elle est revenue là-dessus. Je marque un temps d'arrêt parce que ce volet est tellement important. On doit savoir qui nous sommes. On doit savoir quelles sont les émotions qui nous habitent. On doit savoir quels sont les mots, les actions qui nous font partie au quart de tour. C'est important de savoir ça pour pouvoir endiguer rapidement. Parce que étant leader, on est censé montrer l'exemple, on est censé dire que tout va bien, même parfois quand ça va mal pour pouvoir motiver les personnes. Et si on est quelqu'un qui se décourage rapidement, on doit pouvoir, par exemple, traiter cela, se développer soi-même et pouvoir, le moment venu, motiver les gens quand ils sont au plus bas. C'est très important. Donc, il faut absolument se connaître et travailler sur soi-même. Elle est revenue là-dessus et suivant le temps imparti, on ne va pas s'attarder là-dessus. Maintenant, allons-y sur les différents points. Le rôle d'un chef d'équipe, parce que ici, on parle du caractère d'un chef d'équipe. Donc, il faut déjà savoir que le rôle d'un chef d'équipe, c'est un rôle dynamique et c'est un rôle continuel. Et il doit avoir des traits de caractère alliant la cohésion, la productivité et la réussite collective. Et le premier point d'arrêt, c'est la vision et la communication. C'est très important au niveau de la vision et la communication. Pourquoi? Parce que beaucoup ont des objectifs, mais ils n'ont pas une vision. Et on est clair et on répète régulièrement, il faut avoir sa vision et l'écrire. Il est important vous-même de vous imprégner, c'est-à-dire que d'être sûr de ce que vous voulez réaliser, d'être sûr du rêve grand que vous voulez accomplir. Quelle est votre vision? Vous devez la maîtriser et vous devez être à même, en tant que bon leader, de faire en sorte que votre vision soit assez claire pour pouvoir, de manière convaincante, communiquer cette vision à votre équipe, ainsi que les objectifs
par lesquels vous allez passer pour atteindre cette vision, accomplir cette vision. Ce que je dis ici, c'est très important et c'est même capital. Beaucoup se lancent en affaires parce qu'ils ont des objectifs. Beaucoup se lancent en affaires parce qu'ils veulent être comme X ou comme Y. Mais quelle est votre vision? Et n'oubliez pas que quand vous allez former une équipe, beaucoup vont mettre entre parenthèses leur vision à eux pour venir accomplir votre vision à vous. Et si votre vision à vous n'est pas claire et que vous ne savez pas communiquer cette vision pour c'est-à-dire qu'ils acceptent de faire corps, de faire un, ils acceptent de se mettre avec vous pour accomplir votre vision, vous aurez un souci. Et cette vision doit régulièrement être rappelée. Voilà la direction, voilà ce qu'on veut réaliser, voilà où est-ce qu'on veut arriver. Régulièrement. Dans votre vision, vous devez la voir de manière précise et claire. Vous devez pouvoir l'écrire. Quand vous aurez même des structures, ou pour ceux qui ont des structures, il faut pouvoir même l'afficher clairement, la vision, et communiquer de façon convaincante, de manière claire, de manière efficace à vos équipes. Et qui dit vision parle d'objectifs. Je ne peux pas avoir une vision sans avoir des objectifs. Parce que les objectifs vont me permettre d'atteindre ou de réaliser ma vision. Et les objectifs doivent être absolument smart. Ça veut dire, ça doit être spécifique, ça doit pouvoir être réaliste, ça doit pouvoir être limité dans le temps et atteignable. Et pour communiquer une vision, vous devez pouvoir réunir le personnel. Et à chaque fois que vous avez une nouvelle personne dans l'équipe, communiquez-lui la vision, rappelez la vision à l'ensemble de l'équipe. Donc, chaque fois, ça doit être un point, ça doit rester dans l'esprit. Ça, c'est la vision et la communication. Communication aussi, il faut pouvoir savoir communiquer. Tout le monde communique, mais il y a aussi l'art de communiquer. Et ça fait partie aussi, Mme Karine l'a dit, si jamais vous faites le point avec vous-même et que vous vous rendez compte que vous avez du mal à communiquer, ou bien vous ne savez pas comment bien communiquer, il faut vous former là-dessus. Nous sommes en train de donner des pépites actuellement concernant le leadership, la gestion des équipes. Ça aussi, c'est le cadre d'une formation. Parce qu'il y a plusieurs, ils ont ça en eux, mais ils ne savent pas comment gérer ou bien ils ne savent pas comment diffuser ou faire passer ce qu'ils ont. Et parfois, il y a des chocs au niveau de l'équipe. Le caractère d'un chef d'équipe, c'est donc la vision et la communication. Apprendre à bien communiquer. Le deuxième point, c'est le développement de l'équipe. Très important. Pourquoi très important? Parce qu'un leader efficace doit absolument faire le travail qu'il a fait pour soi, mais faire ce travail au niveau de chaque membre de son équipe. Ça veut dire que si tu as 5 personnes dans ton équipe, tu dois maîtriser les forces et les faiblesses de ces 5 personnes. Tu dois savoir que Mme Georgette, peut-être elle prend beaucoup de risques, elle est proactive, mais à côté de cela, elle ne donne pas souvent rapidement ou facilement, elle ne fait pas facilement des propositions. Donc, et ça doit être, c'est un travail qui doit être fait pour chaque membre de ton équipe. Et c'est ça qui va te permettre 2 choses. La première chose, c'est pouvoir ressortir, on va revenir dessus au niveau de la motivation, ressortir le meilleur qu'il y a en eux. Parce que dans l'équipe, il y a certains qui ont un manque de confiance. Vous devez pouvoir déceler ça et pouvoir les motiver à hauteur de ce qu'il faut. Pouvoir les amener à travailler sur leur développement personnel ou bien vous-même les accompagner à se développer. Il y a le deuxième volet, c'est que vous devez pouvoir prendre parti de ces points forts pour vous appuyer dessus et développer rapidement votre structure, votre entreprise. Donc, un leader efficace, il reconnaît les forces et les faiblesses de chaque membre de son équipe
et les aide à se développer. Mais qui gagne au final, c'est l'entreprise. Parce que chacun sera autonome, chacun pourra clairement dire ce qu'il pense, donner ses propositions, donner les manquements, ce qu'il observe, prendre des initiatives et tout ce qui va avec. Il est donc question, quand vous connaissez les forces et les faiblesses des membres de votre équipe, faites ce que vous avez fait pour vous, développez les forces et essayez d'amoindrir les faiblesses. Quelqu'un comme peut entrer dans votre équipe étant un simple coursier ou un simple commercial. Je prends un exemple concret au sein de notre entreprise. Maman Karine prend ça en exemple régulièrement. Quelqu'un entre comme simple commercial et se retrouve à la tête de tout un département de formation de par le monde. Pourquoi? Parce qu'on a pu déceler ses forces, ses faiblesses et développer la personne. Et qui gagne, c'est l'entreprise. Et n'oublions pas, et c'est très important, que une entreprise prospère quand elle peut gérer de manière efficace 3 volets. Il y a le volet matériel, il y a le volet logiciel, mais il y a le volet aussi des ressources humaines. Vous pouvez avoir tout le bon matériel, vous pouvez avoir tous les bons logiciels, toutes les applications, dernier cri et tout ce qui va avec, mais si vous n'avez pas des personnes efficaces, des personnes de confiance, des personnes responsables, des personnes proactives pour gérer tout ça, ça ne va mener à rien du tout. Vous n'allez pas avancer. Il faut pouvoir développer son équipe. C'est important parce que je sais que la plupart se disent toujours que je vais les former, ils vont devenir mes concurrents. Je vais les former, ils vont aller ailleurs. Je vais les former, je vais les perdre. En les formant, mettez autour de vous, autour d'eux, des éléments qui les amènent à rester. C'est aussi simple que ça. Et c'est tellement aussi important de développer son équipe. Pourquoi? Parce que vous devez travailler sur votre suite, sur votre continuité. Vous êtes le fondateur. Mais après vous, ça va se passer comment? Est-ce que toute la charge du travail va passer le temps à peser sur vous? Et les 5 éléments que Mme Karine a dit tout à l'heure, on fait comment? Vous allez trouver le temps où pour votre spiritualité, pour votre santé, vous allez trouver ce temps où? Si vous êtes au début et à la fin de toute action, difficile. Développer l'équipe. La prise de décision, qui est le 3e arrêt. La prise de décision aussi, elle est très importante parce que malheureusement, il y a certains qui s'effacent en fait face à certaines difficultés. Or, un leader doit être capable de prendre des décisions difficiles et de guider son équipe à travers des périodes d'incertitude. Si toi, face à une incertitude, tu paniques plus que ton équipe, tu montres quelle direction? L'équipe va se voler en éclats simplement. Et parfois, il est question de prendre des décisions éclairées, même dans des situations complexes. Et je reviens ici au niveau de la communication qu'on a évoquée. Les décisions prises doivent être communiquées et bien compréhensibles au niveau de la plupart du personnel. Le personnel doit prendre des décisions, pas comme imposées, mais d'une certaine manière, même comme venant d'eux. Je prends un exemple. On peut arriver où on a vraiment un problème de trésorerie et on va dire que la seule chose qu'on peut faire, entre autres, on doit réduire les effectifs. Quelqu'un d'autre, du jour au lendemain, va simplement venir dire à X ou à Y, bon, je dois me séparer de toi. Ça, c'est un choc. C'est un choc, vous n'avez préparé personne. C'est une décision assez difficile à prendre, mais c'est une décision qu'il faut prendre, mais il y a la manière de prendre cette décision. Est-ce que les périodes difficiles de l'entreprise, comme les bonnes périodes, vous communiquez avec les équipes? Est-ce que vous faites savoir que c'est bon, continuons, ça ne va pas, faisons attention, voilà, on est en train de s'acheminer sur la ligne rouge, on est bientôt en train de traverser la ligne rouge. Si on continue à ce niveau, on sera obligé de faire
de mettre sur pied telle action ou telle autre action. On est arrivé au point crucial. Malheureusement, il faut que chacun de nous se prépare. Je ne sais pas. Et parfois, même certains vont venir vous dire que, Madame Georgette, vraiment, moi, je ne suis même pas attente. Parce que la personne comprend que la décision qui est prise, elle est certes difficile, mais elle a lieu d'être. Elle a lieu d'être. Et elle sait que demain, si les choses vont s'améliorer, on pourra de nouveau avoir besoin d'elle. Donc, savoir prendre des décisions, ne pas se défiler, ne pas les prendre de manière brusque. L'autre point, c'est l'inspiration et motivation. J'en ai parlé tout à l'heure, j'ai dit qu'on devait revenir. Le leader, en fait, qui est le chef d'équipe, doit pouvoir inspirer son équipe et savoir motiver son équipe. Il partage sa passion, il partage sa vision, mais aussi, il partage son engagement pour la mission de l'entreprise. Et c'est ça qui va amener les équipes à donner le meilleur d'eux-mêmes. L'équipe qui se sent motivée, c'est qu'il peut communiquer, il peut donner son avis, il est écouté et de temps à autre, on applique aussi ses propositions. Je ne peux pas être un leader et je n'inspire pas confiance, je n'inspire pas le respect, je n'inspire pas, ça dit que je suis à l'opposé, c'est très difficile. Et c'est ça, c'est l'ensemble de tous ces éléments, en fait, qui, à un moment, vient biaiser la réalisation de votre vision et l'atteinte de vos objectifs. Et qui parle de motivation, parle d'encouragement. Il y a des gens qui ont du mal à dire « tu as bien fait ». Il y a des gens qui ont du mal à encourager quelqu'un, à féliciter. Vraiment, il y a des personnes qui ont du mal, c'est comme ça. Ça vient même de leur enfance, de leur éducation. Quand ils ouvrent la bouche, c'est pour critiquer ou bien pour dire ce qui ne va pas. Et quand c'était, en fait, pour lui, ça veut dire que l'autre doit comprendre que tout va bien, mais les autres ne comprennent pas ça. Et on arrive au point qu'on a évoqué tout à l'heure, savoir communiquer. Savoir communiquer. Parce que si vous êtes avec des équipes à qui chaque fois vous dit, vous avez mal fait, vous auriez dû faire autrement, mais on ne peut même pas compter sur vous, mais je ne sais même pas pourquoi je vous ai recruté, vous ne me servez à rien. Objectivement, vous attendez quel rendement de ces personnes? Ceux qui ne sont jamais félicités, ils ne sont jamais encouragés, ils ne sont jamais motivés. Et la plupart, surtout dans la zone Afrique, la plupart des leaders ne savent pas le faire. Et il faut apprendre à le faire. Il faut pouvoir cultiver cela en soi. Si on veut être un bon leader, bien gérer ses équipes, il faut pouvoir le faire. Et c'est un caractère aussi qu'on doit avoir. Et si on ne l'a pas, on doit pouvoir travailler ce caractère. L'autre versant de la chose qu'on oublie souvent, c'est la résolution des conflits. On ne peut pas avoir une équipe sans conflit. Parfois, les conflits, c'est avec la hiérarchie, parfois, c'est avec le collègue, le collaborateur, parfois, c'est même avec les clients, parfois, c'est avec les fournisseurs. En tant que leader, je gère cela comment? Est-ce que je le gère cela de manière objective? Est-ce que je gère cela de manière objective, ça veut dire sans parti pris? Est-ce que je gère cela de manière équitable? Est-ce que je gère cela de manière constructive? Comment est-ce que je gère des conflits? Et la manière avec laquelle je gère les conflits est grandement impactée par mon caractère personnel. Impactée par mon caractère personnel. Je vous rassure qu'il y a des personnes qu'on a retrouvées devant les clients en train d'en venir aux mains avec le personnel. En train de venir dans une joute verbale avec le personnel devant les clients ou bien même avec le client. Ça, c'est même encore,
c'est la catastrophe cette fois-là avec les clients. Le client te fait une remarque parce que ton caractère, ton comportement, tes émotions, tu n'as pas pu les gérer, tu ne les maîtrises pas. Vous vous retrouvez en train de vous tirailler avec le client, parfois devant le personnel. Quel exemple? Après, on va revenir se plaindre du personnel qui fait la même chose. Pourtant, ils ont vu l'exemple. Même sur les réseaux sociaux, c'est la même chose. On se retrouve dans des joutes verbales parfois au niveau des commentaires. Oh, c'est ma page. Tu n'as rien à faire. Rentre dans ta page. Attends-moi là-bas. Si c'est ce que je t'ai dit, tu n'es pas obligé d'intervenir et tout ça. La résolution des conflits avec le client, avec les fournisseurs, avec les collaborateurs et son environnement de manière générale. Il faut pouvoir apprendre à le faire. Et comme je l'ai dit, il faut le faire de manière objective. La gestion des conflits implique aussi que si jamais on se rend compte que nous avons tort, qu'on puisse reconnaître cela. Ça fait partie des éléments qui va permettre que votre équipe, vous puissiez inspirer votre équipe, que votre équipe puisse vous faire confiance. Parce que votre équipe sait que vous savez reconnaître vos torts et que vous savez le faire savoir ou bien ne pas tirer la couverture de votre côté ou bien jeter tout ce qui arrive à une tierce personne, pointer le doigt toujours de l'autre côté. Il y a un adage qui dit que quand tu pointes le doigt, tu ne te rends pas compte que au moins 3 autres, parfois 4 autres, les 4 autres doigts sont dirigés vers toi. Donc, tu regardes seulement le doigt que tu pointes, mais il y a 3 ou 4 autres doigts qui sont dirigés vers toi. Ça concerne la résolution des conflits. Nous avons par la suite la responsabilité. Ce sont des traits, traits de caractère que chacun à son niveau doit pouvoir cultiver. En tant que leader, je dois assumer la responsabilité des résultats de l'équipe, qu'ils soient positifs ou négatifs. Pourquoi? Parce que même si toi-même tu es chef d'entreprise et que finalement, à la fin de l'année, le bilan n'est pas intéressant, pose-toi d'abord la question, est-ce que tu faisais des évaluations journalières? Est-ce que tu faisais des évaluations hebdomadaires? Est-ce que tu faisais des évaluations mensuelles, trimestrielles, semestrielles avant de tomber sur annuelles? Si tu le faisais régulièrement, ça veut dire que les équipes allaient pouvoir se réajuster au fur et à mesure. Des orientations allaient être données au fur et à mesure. Maman Karine, dans ses propos, a dit que quand on est chef d'entreprise, c'est-à-dire qu'on est entre guillemets libre. Et elle a bien dit ça, c'est entre guillemets. Oui, parce que beaucoup vont dire, je veux me lancer dans l'entrepreneuriat pour être libre, pour gérer mon temps comme je veux, pour me déplacer comme je veux. Mais si on va dans le fond des choses, le bon entrepreneur, vraiment, entre guillemets, n'est pas totalement libre. Parfois, d'autres vont se dire aussi que quand ils vont prendre des équipes, ils seront plus libres. Parfois, c'est comme si le travail même se multiplie parce qu'il y a un travail de suivi et de contrôle qui s'ajoute, qui n'existait pas avant parce que c'est vous-même qui faisiez les choses et que vous étiez sûr de ce que vous étiez en train de faire. Vous n'aviez plus besoin de revenir contrôler, ce qui n'est pas le cas. Et c'est aussi ça la responsabilité. Déléguer ne veut pas dire suivre. Déléguer, oui, déléguer, on délègue, mais ça ne veut pas dire ne pas suivre. Déléguer ne veut pas dire ne pas suivre. Déléguer ne veut pas dire ne pas contrôler. Déléguer ne veut pas dire ne pas évaluer. Déléguer ne veut pas dire ne pas orienter. Mais beaucoup font cette erreur de déléguer et ils attendent. Et c'est à la fin d'année, par exemple, qu'ils viennent pour faire le bilan. Et il se fait tard. Le prochain point, c'est les feedbacks. On va aller rapidement parce que le temps. Le feedback ici, vraiment, c'est important. C'est tellement important parce que beaucoup savent qu'il faut le faire, beaucoup le font,
mais beaucoup le font mal simplement parce qu'ils ne le font pas à temps réel. Ils ne le font pas à temps réel parce qu'ils ne donnent pas régulièrement les feedbacks constructifs pour permettre l'amélioration continue. Et ça revient à ce que je disais tout à l'heure au niveau de la responsabilité. L'évaluation doit être continuelle et les feedbacks doivent être permanents. Il y a des personnes qui commettent qui posent de mauvaises actions et c'est à la fin du mois qu'on va faire savoir à cette personne lors de l'évaluation que ce que tu avais fait là, ce n'est pas ce que tu devais faire comme ça. D'autres même, c'est à l'évaluation à la fin du trimestre. D'autres, c'est à la fin du semestre. D'autres, c'est... Est-ce qu'on va y arriver? Non. On ne va pas y arriver. On ne va pas atteindre ces objectifs. Donc, journalièrement, au besoin, on doit pouvoir faire des feedbacks à tout un chacun. Et ce que je dis vaut de manière individuelle. Parce que même quand vous communiquez régulièrement de manière collective avec l'ensemble du personnel, il y a cette relation personnelle que vous devez avoir avec chaque membre de votre équipe. Et cette relation doit aller même au-delà du professionnel, entre guillemets. Entre guillemets, pourquoi? Parce que ce qui impacte de manière personnelle la personne va venir avoir une influence au sein de l'entreprise. Donc, on a parlé là comme ça de la capacité à déléguer. Déléguer, comme je l'ai dit, on doit le faire, il faut absolument le faire, mais il ne faut pas déléguer et se retirer totalement. Pas du tout. Il faut pouvoir déléguer, suivre, évaluer, contrôler. Avoir cette capacité. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, ma Karine y est revenue. Je vais finir avec le prochain point parce que je sais que ce sont les questions qui vont nous aider à développer davantage. Le dernier volet, c'est l'exemplarité. L'exemplarité a une importance quand on sait que il est question qu'à travers votre vision, vous puissiez avoir des valeurs et ces valeurs puissent être incarnées par tous au sein de votre entreprise. Et vous devez être simplement un exemple. Si vous demandez à tout le monde un niveau de politesse et que vous, à votre niveau, quand vous vous adressez aux uns et aux autres, vous n'êtes même pas poli, vous ne montrez pas l'exemple. Et c'est une éducation pour certaines, parce que ça, c'est vrai. La gestion des équipes, en fait, c'est une éducation. C'est vraiment comme si on était en train d'éduquer ses enfants, ou bien c'est vraiment ça. L'exemplarité ici, je ne peux pas régulièrement demander ce que moi-même je ne fais pas. On n'est pas ici où l'adage dit faites ce que je vous demande de faire, ne faites pas ce que je fais. On est ici dans le volet faites ce que je fais. Et parfois, il y a le personnel qui va confondre. C'est pour ça que j'ai parlé d'une éducation. Simplement, pourquoi? Parce que il y a un moment, on avait certains collaborateurs, quand vous dites à la personne, Madame Georgette, s'il te plaît, est-ce que tu peux me traiter ce fichier? La personne va vous dire, je n'ai pas le temps aujourd'hui, peut-être mercredi. Parce que quand vous avez utilisé la formule de politesse, s'il te plaît, est-ce que tu peux? La personne se dit peut-être que ce n'est pas une instruction. C'est pour ça que j'ai parlé d'éducation. Je prenais cet exemple pour qu'on comprenne. Pourtant, vous êtes en train de prôner simplement la politesse. Vous êtes en train de prôner la manière de s'adresser aux personnes. Et quand vous mettez ça en œuvre, il y a certaines qui comprennent que ce n'est pas parce que vous avez dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux, que c'est une instruction, mais d'autres ne comprennent pas. Et disent que c'est à mon temps voulu que je vais le faire. Oh, c'est pas ça. Donc, il faut bien pouvoir faire la différence. Et c'est l'ensemble de tout ça qui va en fait amener à ce que vous soyez l'exemple à suivre. Et régulièrement, certains vont venir vous dire, je veux être comme vous.
je veux être comme vous. Parce que vous êtes un exemple. Et un leader même, c'est déjà un exemple. Pourquoi? Parce que le leader est suivi de manière volontaire. De manière volontaire. Si je prends l'exemple de Mme Karine, plusieurs personnes la suivent, pas parce qu'ils ont l'obligation de la suivre, pas parce qu'elle donne quelque chose pour qu'on la suive, mais parce que pour beaucoup, c'est un leader et on la suit de manière volontaire. Pourquoi? Parce que c'est un exemple et on veut être comme elle. Ce sont les 10 points que je voulais aborder. En somme, le caractère d'un chef d'équipe, vous comprenez avec moi et vous convenez que ça englobe de multiples qualités, allant du leadership à la capacité d'empathie, en passant par la prise de décision éclairée, la vision stratégique et tout ce qui va avec. Et en cultivant tous ces traits de caractère qui commencent par la connaissance de soi-même, c'est très important, qui commence par la connaissance de soi-même, en mettant donc tous ces éléments en pratique, le chef d'équipe peut non seulement diriger efficacement son équipe vers le succès, mais aussi créer un environnement de travail positif et motivant où chaque membre peut s'épanouir et ainsi contribuer pleinement à la prospérité de l'entreprise. Je reste à votre écoute pour des éventuelles questions. Merci, Mme Marc-Karine. Super. Merci beaucoup, Madame Georgette. Ceci, c'est du pratico-pratique. Vraiment, je pense que nous avons appris beaucoup de bonnes choses, beaucoup de choses intéressantes ici. Ça a été aussi des rappels chez certaines personnes. Et puis, je pense que vous ressortez d'ici avec beaucoup de connaissances, étant vraiment instruit sur la notion du leadership pour un entrepreneur qui veut bâtir des grandes entreprises. Si vous remarquez bien, on ne vous a pas dit allez chercher l'argent, allez faire ceci, allez faire cela. Non. Parce que avant même de chercher l'argent, vous devez être le leader qu'il faut. L'argent entre les mains d'une personne qui ne s'est pas développée, c'est juste un poison en fait. Donc, on va vous donner le temps de poser vos questions. Alors, c'est le moment des questions-réponses. On va vous donner le temps de poser vos questions tout simplement. OK. Voilà, on va prendre les questions. Alors, je vois cette question qui revient. Comment bénéficier des opportunités de la chambre de commerce? Alors, il faut savoir que chaque pays a sa chambre de commerce. Dans des pays très grands, comme le Canada, par exemple, tu auras plusieurs chambres de commerce, d'accord? Donc, première des choses, il faut être inscrit à la chambre de commerce en tant que membre. Voilà, ça ne coûte pas très cher généralement, ça coûte vraiment moins cher. Et quand vous êtes inscrit en tant que membre régulièrement, ils vont vous envoyer euh, les opportunités pour les chefs d'entreprise, quoi. Ça peut être des appels d'offres, ça peut être des conférences, ça peut être des réunions avec les investisseurs. Donc, ils vont vous envoyer ça. Sauf que si vous ne faites pas partie de la chambre de commerce, il y a de fortes chances que vous ne soyez pas au courant. Donc, c'est important d'être sur les tables qui comptent, en fait. Alors, il y a quelqu'un qui a posé une autre question que je donnerai à Madame Georgette de répondre. Euh, Quels conseils pouvez-vous donner pour gérer les personnes plus âgées que moi? Ça, c'est la gestion d'équipe. Elle va prendre la parole.
Attendez. Oui. Je vais juste vérifier si tout va bien de son côté. Excusez-moi. OK. Donc, je pense que c'est bon. Tu peux ouvrir ton micro. Ok, merci, désolé. Quelques soucis techniques. Nous avions quelques soucis techniques. Donc, la question était de savoir comment gérer des personnes âgées. Je Oui, pense que c'est c'était ça. ça la C'est ça. Voilà. Comment gérer les personnes âgées? Le souci, la première chose à faire, c'est que quand il faut travailler avec des équipes, il faut être impartial. C'est d'abord ça la première chose. Sachons être impartial. L'impartialité veut dire qu'on ne regarde pas le sexe, on ne regarde pas la couleur, on ne regarde pas l'âge, on ne regarde pas le physique, tout ce qui va avec. Si vous regardez l'un de ces aspects, ça fait que vous n'êtes plus objectif, vous n'êtes plus impartial. Et là, ça bug. Parce que si parce que la personne est âgée, il n'est plus assez productif, regardez seulement où vous allez l'orienter. Ça peut être un bon coach au niveau des équipes, mais il n'est plus à même de pouvoir gérer certains portefeuilles comme il se doit. Restez simplement objectif. Dans tout votre parcours entrepreneurial, restez toujours objectif. Et c'est en restant objectif, en fait, que les choses vont se passer très simplement et très facilement. Et le plus important aussi, vous n'aurez rien sur la conscience pour vous dire que, pour vous reprocher pour X ou Y. En regardant, en n'étant pas impartial, vous allez commettre beaucoup d'erreurs. Alors, ne regardez rien, ni couleur, ni sexe, ni physique et tout. Regardez juste le travail de la personne. Est-ce que la personne est rentable? Permettez le terme. Est-ce que la personne est productive? Est-ce que la personne atteint ses objectifs? Et le reste, vous pourrez gérer facilement. L'erreur que beaucoup commettent, c'est pourquoi tout à l'heure, j'ai parlé de la politesse, par exemple. L'erreur que beaucoup commettent, c'est qu'au sein de l'entreprise, on va commencer à dire bonjour le père, bonjour la mère, bonjour grand, bonjour. Et ça dit que ça dilue l'objectivité quand il faut être. Et il va vous commencer à dire, tu m'appelles mon père et tu ne me respectes pas et tu me... Non, 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 non. Si vous avez accepté d'appeler les gens par les prénoms, appelez par les prénoms. Si votre éthique demande d'appeler par les noms de famille, appelez par les noms de famille. Mais chacun sait que de manière générale, c'est l'objectivité qui compte, c'est la productivité qui compte, ce sont les résultats qui comptent. Et tout le reste, ça va. Partez sur cette base et vous n'aurez plus de soucis. Très bien. Alors, il y a une autre question intéressante parce que je regarde, il y a plein de questions là que je vais te donner aussi. Alors, il y a une personne qui a posé la question, comment gérer un employé très honnête et efficace, mais qui ne respecte pas et qui fait ce qu'il veut. Il ne respecte pas les règles, certainement, et qui fait ce qu'il veut. En fait, ma réponse va peut-être surprendre beaucoup, mais ce genre de personnes, en fait, ça dépend ça dépend ça dit que du fonctionnement de l'entreprise, mais faites très attention à ce genre de personnes parce que c'est un type de personne qui est comme la pomme qui va pourrir le sac. Il est efficace, vous avez dit efficace, honnête, mais il n'en fait qu'à sa tête. Où en Mhm. est-on donc, où en est-on avec la direction que vous donnez, vous en tant que chef d'équipe? Où en est-on avec
le respect de ce qu'on s'est donné comme objectif. Non, moi personnellement, tu peux être efficace, tu peux être responsable ou honnête, mais si tu ne respectes pas les instructions données, je vais comprendre que ceux qui ne sont pas aussi efficaces que toi et moins responsables vont suivre ton exemple et tout le monde tout va aller en vrille. Alors, je vais simplement t'interpeller d'abord verbalement. Mais le plus souvent, il faut pouvoir discuter avec la personne. C'est la communication. Et comme on l'a dit, c'est là où beaucoup pêchent parfois, parce qu'on ne communique pas. Parfois, il faut pouvoir appeler cette personne et dire carrément à cette personne, Madame Georgette, vous êtes efficace, vous êtes une personne responsable, vous êtes vraiment mon maillon fort au sein de mon équipe. Mais il faut comprendre que si vous n'améliorez pas le fait que vous êtes irrespectueux, le fait que vous n'en faites qu'à votre tête quand je donne des directives, sachez que vous allez entraîner le reste de l'équipe et on ne va pas atteindre les résultats escomptés. Alors, si vous continuez dans ce sens, malgré tout l'apport que vous avez au sein de l'entreprise, je me verrai dans l'obligation de me séparer de vous. Simplement. Donc, il faut seulement dialoguer et communiquer d'abord avec la personne. Attirer l'attention de manière franche et directe et objectif toujours avec la personne une fois, deux fois, trois fois. Et si vous vous rendez compte qu'il ne change pas, non, 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 vous n'avez pas besoin. Sinon, c'est votre équipe en fait qui va aller en vrille. Madame, je pense que votre micro est fermé, sauf si c'est chez moi. Ah, d'accord, désolé. Donc, je dis, il y a une question, comment pouvez-vous m'aider à devenir un bon leader? Pour cette personne, je dirais, vous savez, nous avons mis sur pied cette école de formation en leadership qui a commencé depuis 3 mois maintenant avec une première cohorte. Je vous encouragerai à rejoindre l'équipe, à rejoindre la deuxième cohorte qui commence au mois de mai. D'accord? Nous allons vous aider à devenir des leaders influents et à bâtir des entreprises prospères. Cette formation a deux volets, le volet leadership influent et développement d'affaires. En tout cas, je reviendrai dessus plus tard. Et on a une autre question ici. Comment gérer un employé qui manque de respect aux clients? Voilà, qui manque de respect aux clients. Comment gérer ce genre d'employé? La réponse est très simple. Le client est roi. Le client est roi. Le client peut s'énerver, mais nous, on n'a pas le droit de s'énerver. Le client peut gérer, c'est-à-dire que ressortir toutes les émotions qu'il a en lui, mais nous, on a le devoir de contenir le nôtre. Et ça revient à la question qu'on a répondu tout à l'heure. Même si la personne est productive, la personne est efficace, les résultats qu'il vous apporte aujourd'hui et demain vont disparaître après-demain et les lendemains, les jours qui vont suivre, simplement parce que ces clients ne seront pas fidélisés et ils ne vont pas revenir. Et un client qui n'est pas fidèle, il entraîne au moins 10, 20, 30, 50 personnes derrière lui. Donc, cette C'est personne, vous ça. l'appelez et vous causez avec lui. Vous causez avec lui. C'est vrai que tu es Voici, performant. Voilà tes manquements. Travaille dessus. Et s'il ne s'améliore pas, vous vous séparez de lui simplement. c'est ça. Voici une autre question. Comment gérer les clients qui résistent et menacent avec les avocats? De manière générale, on sait on le dit couramment et c'est très vrai. Un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. Hmm. Je reprends. Un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. Maintenant, les clients qui menacent, je ne vais pas répondre directement, mais je vais plutôt dire, il y a un préalable. Pourquoi ils menacent? Je prends le cas, par exemple, du transfert d'argent pour qu'on puisse se comprendre. Quand vous venez envoyer de l'argent, on vous pose la question, est-ce que les noms sont écrits comme sur la carte d'identité nationale ou bien sur la pièce d'identité de la personne? Vous allez rapidement dire, ah, écrivez comme ça, vous pensez c'est ma soeur, vous croyez que je ne connais pas son nom et tout ce qui va avec. On dit, je vous en prie, madame, si jamais les noms sont mal écrits, vous serez obligé de revenir
modifier et ça va vous coûter des frais. Ah, vous embêtez, j'ai trop à faire, allez-y rapidement, faites comme j'ai dit. Ce que la personne est en train de faire, c'est une importance capitale parce qu'elle le dit en insistant. Vous pensez qu'elle vous embête, mais si jamais de l'autre côté, on ne paye pas et que vous devez revenir pour une réclamation, vous serez conscient à votre niveau qu'elle a bien fait son travail et le problème vient de vous. Et dans ce cas, le ton sera différent. Ça veut dire quoi? Quand le client menace, pourquoi il menace? Est-ce qu'il a raison de menacer? Est-ce que l'entreprise ou bien un membre de l'équipe est fautif? Est-ce que la faute revient chez nous et que nous, on veut montrer simplement qu'on a aussi la force et faites comme vous voulez? C'est d'abord ça le préalable pour moi. Chercher l'origine du problème et analyser l'origine du problème. Et ne pas avoir honte, comme on l'a dit tout à l'heure, d'être responsable, de savoir dire, on a fauté, on a, ça dit qu'on a eu des manquements, la faute nous revient, nous nous excusons. Parce que parfois, c'est ça. Et ça découle de quoi? C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est le caractère du chef d'équipe. Parfois, le caractère du chef d'équipe, c'est quelqu'un qui ne sait pas reconnaître ses erreurs. C'est quelqu'un qui ne sait pas demander pardon. C'est quelqu'un qui ne sait pas, entre parenthèses, même s'humilier devant le client. Parce qu'il veut rester, c'est-à-dire qu'en haut. Et ça va entraîner tout ce que ça va entraîner. Donc, il faut pouvoir, si la faute nous revient, on demande des excuses. Excuse-moi, s'il te plaît, je voulais ajouter quelque chose que beaucoup oublient souvent, les thèmes et les conditions en affaires. Avant de mettre vos services au grand public, travaillez vos thèmes et conditions. Ça veut dire que lorsque le client vient acheter chez vous, il sait à quoi est-ce qu'il s'attend si jamais ça se passe mal, si jamais il y a un problème, et il signe pour ça. Du coup, si jamais il y a un problème, on s'en tient aux thèmes et aux conditions. C'est un peu comme un contrat entre vous, en fait. Et il faut savoir comment écrire ces thèmes et conditions selon l'activité que vous êtes en train de faire. Le temps nous tient à la gorge parce que là, nous devons déjà normalement arrêter, mais j'ai beaucoup de questions, j'ai tellement de questions ici. Quelqu'un dit, j'aimerais suivre la formation e-commerce chez vous, mais est-ce que cette formation inclut le module leadership? Non, ça n'inclut pas le module leadership parce que le leadership est complètement à part. Il y a une école de leadership pour ceux qui veulent se former en leadership. Comment bâtir une entreprise qu'on peut transmettre de génération en génération? Ça, c'est une question très, très, très intéressante. Et je te dirais, inscris-toi à l'école de leadership institutionnel et suis les deux parties pour pouvoir comprendre comment ça se passe de bout en bout. Parce qu'il y a beaucoup de choses à prendre en considération. Il y a ta vision, clarifier ta vision, travailler ton caractère, travailler ton rapport avec les collaborateurs, comment avoir, euh, comment mettre sur pied ton entreprise pour qu'elle soit légale. On travaille sur tout ça. Comment avoir tes premiers employés, comment gérer tes employés, comment établir les contrats, comment gérer ta trésorerie. Voilà. Avoir deux caisses, une caisse personnelle, une caisse de l'entreprise, savoir gérer tout cela, savoir faire tes bilans d'affaires à la fin d'année, savoir gérer ta comptabilité. En fait, c'est beaucoup de choses à la fois. Vous voyez, comment gérer son responsable qui ne remarque que nos défauts et donc manquements. Madame Georgette, il faut que tu interviennes ici. Comment gérer son responsable qui ne remarque que nos défauts et nos manquements? Wow. Je vais encore répondre comme je l'ai fait tout à l'heure. Moi, je me pose d'abord la question, est-ce que vous-même, vous savez apprécier la personne ou apprécier les autres ou les encourager ou les motiver ou les féliciter? Parce que parfois, on ne reçoit que ce qu'on donne. Peut-être c'est parce que lui aussi voit simplement le négatif qui ne donne que le négatif. Si aussi lui voit, n'oubliez pas le dernier point, être un exemple. Si lui aussi voit que vous régulièrement vous félicitez, vous encouragez, il va aussi faire la même chose parce que pourquoi? Il sera aussi à une école, il va apprendre. Donc, la personne qui ne voit que les défauts, c'est simplement une éducation. Vous n'allez pas le renvoyer pour ça, vous n'allez pas le mettre en quarantaine pour ça, vous allez juste l'éduquer, le former. Et en tant que leader,
Vous êtes un formateur permanent. La formation est continue avec vos équipes. Simplement ça. Super. Alors, quelqu'un m'a disait de mettre sur pied une école de formation sur les métiers du digital ici au Congo-Brazzaville, mais je ne sais pas par où commencer. Ben, fais-toi aider. D'accord? Fais-toi aider. Tu peux prendre un rendez-vous d'affaires pour en parler avec moi. Et si tu as des... Bon, en fait, tu ne sais pas par où commencer, fais-toi aider. D'accord? Alors, une dernière question euh, qui m'a beaucoup intéressée ici. Comment gérer un supérieur hiérarchique qui a du mal à gérer ses émotions? C'est gérer soi-même ses propres émotions. Supérieur hiérarchique veut dire que vous avez le devoir de respecter ses instructions. Vous avez le devoir de veiller à exécuter ce qu'il vous demande de faire. Maintenant, si lui, il ne sait pas gérer ses émotions, le travail va se faire de votre côté. Vous devrez vous adapter vos émotions aux siens. Simplement. Ça veut dire que quand il est colérique, ça ne sert à rien d'aller aussi avec la colère, de lui répondre avec la colère. Et parfois même, je vous rassure que si vous le faites bien, avec vous, il y aura un certain type de comportement. Parce qu'il va savoir qu'il gronde. Vous êtes soit impassible, soit vous souriez. Vous ne souriez pas parce que vous êtes contente. Hein? Vous ne souriez pas. On appelle ça le sourire commercial. Donc, le sourire commercial, c'est le sourire que vous affichez. Parfois, il y a une forte colère en vous. Tout ça va en vrille. C'est ça le sourire commercial. Donc, et ce sourire commercial se travaille. Donc, vous gérez vos émotions à vous et vous le laissez parce que c'est votre supérieur hiérarchique et vous n'avez pas le droit, en fait, entre guillemets, de lui dire ce qu'il doit faire ou bien comment est-ce qu'il doit se comporter. Génial. Alors, les amis, avant que nous ne finissions, il y a beaucoup de questions. Comment développer mon leadership? Comment je peux faire cette formation de leadership que j'ai vue en commentaire? Je vais répondre pour tout le monde ici. Alors, nous avons mis sur pied ce programme de leadership parce que nous nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup de talents. Il y a beaucoup de gens qui ont du potentiel, mais à cause d'une défaillance au niveau du leadership, ne peuvent pas exploiter ce petit potentiel comme ça se doit, n'arrivent pas à créer des entreprises qui les nourrissent et qui nourrissent leur famille et d'autres personnes. Donc, nous avons mis sur pied ce programme de leadership qui a déjà eu une première cohorte avec des équipes de l'Amérique du Nord et des équipes de l'Europe-Afrique. On a 2 fuseaux horaires. Ça s'est très bien passé. Ils sont en ce moment en train de faire les masterclass avec des invités externes. Ça se passe très bien. Donc, il y a la deuxième cohorte qui va commencer. Et beaucoup parmi vous veulent intégrer la deuxième cohorte. Elle va commencer à la fin du mois de mai. Je vous donnerai le jour exact, mais vous pouvez déjà réserver votre place en nous contactant. Alors, c'est une formation qui se fait en 2 parties. La première partie concerne le leader inspirant, devenir un leader inspirant, ou bien leadership influent, voilà, leadership influent, où on va travailler vos traits de personnalité. On va revenir sur les 4 couleurs de management, les 4 couleurs en leadership. On va travailler les lois de leadership, ce qui vous permet à devenir effectivement un bon leadership. Un bon leader, vous aurez des rendez-vous one-to-one avec moi lors de cette formation qui dure 3 mois. Donc, régulièrement, vous avez des rendez-vous one-to-one avec moi où on travaille votre projet d'affaires, on peaufine votre projet d'affaires également. Ensuite, il y a la deuxième partie qui concerne le développement d'affaires. Ça, c'est pour ceux qui veulent aller loin, ceux qui veulent booster leur chiffre d'affaires, ceux qui veulent développer réellement une entreprise, d'accord? Donc, à ce niveau-là, nous allons travailler les recrutements, nous allons travailler la culture de l'entreprise, nous allons travailler les différents services avec beaucoup de précision, les prix également que vous avez pour vos services. Ça se pourrait que vos prix ne sont pas bons.
Ça se pourrait que vous ne chargez pas ce que vous devez charger. On va travailler tout ça. On va restructurer votre entreprise comme ça se doit. On va travailler la communication de votre entreprise. On va travailler les stratégies marketing qu'il faut mettre sur pied pour avoir plus de prospects et plus de clients. On va travailler la gestion de la trésorerie pour être sûr que effectivement, vous gagnez de l'argent et savoir ce que vous mettez de côté. On va travailler tout ça. On va travailler aussi l'expansion de votre entreprise. Je crois que quand on crée une entreprise, c'est pas pour que ça reste dans un seul lieu. C'est pour conquérir le monde, d'accord? Et pour conquérir le monde, il y a des lois. Créer une entreprise en Côte d'Ivoire est différente de créer une entreprise au Gabon, différente de créer une entreprise au Cameroun, différente de créer une entreprise au Canada, créer une entreprise en France, aux États-Unis. Par la grâce de Dieu, j'ai une expérience sur tous ces marchés et je peux vous assurer que c'est pas la même chose. Vendre le même produit partout, mm, euh, euh, vendre le même produit partout ne se fait pas avec les mêmes réalités. D'accord? Parce que le consommateur ivoirien se comporte différemment que le consommateur français, que le consommateur canadien, que le consommateur gabonais. Donc, il faut tenir compte de tout cela. Donc, dans cette formation, on va vous donner les stratégies d'expansion. OK? Et on va aussi vous donner comment scaler votre business. Nous croyons fermement que quand on crée un business, à un moment donné, il faut le scaler. À un moment donné, il faut le faire grandir. Il faut aller chercher un peu plus, quoi. Donc, dans le développement d'affaires, on voit tout ça là. Alors, chaque année, nous allons organiser les voyages d'affaires avec les participants de l'école de leadership. D'accord? Nous ferons un voyage d'affaires. Cette année, nous avons déjà le nom du pays, mais nous n'avons pas encore les dates exactes. Nous voulons aller dans un pays où les participants auront l'opportunité de connecter avec les hommes d'affaires, de connecter avec les entreprises qui fabriquent certains produits et ils pourront se positionner sur la commercialisation de ces produits-là. Donc, ce voyage, c'est vraiment pour ceux-là qui veulent aller loin en affaires. D'accord? Donc, si vous êtes ici et que vous voulez développer votre entreprise, développer votre commerce un peu plus loin, faites l'effort de vous inscrire à cette formation de leadership qui commence très bientôt. La deuxième cohorte commence bientôt. Voilà le lien qui vous est envoyé. Commencez déjà à réserver votre appel découverte qui est totalement gratuit pour discuter avec un membre de notre équipe pour voir si effectivement vous êtes prêt et si ça vous convient. D'accord? Alors, le prix, quelqu'un a parlé du prix. Alors, cette formation, normalement, elle est à 4 500 livres. Normalement, pour tout ce qu'on va vous donner, parce que là-bas, on est sans secret. Je vous donne tous nos secrets, tout ce que nous faisons, toutes les stratégies que nous mettons sur pied pour pouvoir bâtir les entreprises qui grandissent au jour le jour à travers le monde entier. Et non seulement, vous avez mon mentorat, le mentorat de Marthe Karim. Je vous accompagne personnellement, je vous guide personnellement, je discute avec vous au téléphone. On fait des one-to-one ensemble, on travaille votre stratégie, on travaille votre business tous les mois. On est ensemble en one-to-one. Je ne prends pas beaucoup de personnes pour cette formation et je n'interviens pas seule hein, dans cette formation. Il y a toute une équipe derrière de professionnels, de spécialistes qui interviennent également. Donc, normalement, cette formation, elle seule, elle a 4 500 livres. Mais exclusivement pour vous, on va vous donner la possibilité de prendre la première partie, leadership influent, à 995 livres sterling aujourd'hui. Vous pouvez payer en deux tranches, d'accord? Moitié et puis une deuxième moitié tout au long de la formation. Pour ceux qui sont engagés, pour ceux qui sont fermes, allez-y, vous prenez votre rendez-vous pour discuter avec un membre de l'équipe dès ce soir. Vous prenez le rendez-vous, on vous a mis le lien, vous allez cliquer, vous allez prendre votre rendez-vous. Combien en euros? Ça fait à peu près 1 200 euros, voilà, pour la première partie, à 999 livres. La deuxième partie, qui est la partie développement d'affaires, on va vous permettre de prendre cette deuxième partie à 1 500 livres, parce que là, on parle du cœur du business, en fait. On parle du cœur du business, on parle de l'expansion, on parle de la trésorerie, on parle de
beaucoup de choses. Parmi celles qui ont fait la première cohorte, on a une participante qui est au Canada. Grâce à cette formation, elle a eu accès à un financement pour étendre ses activités. D'accord? Donc, elle avait déjà un business, voilà, et puis elle a développé son activité et là, elle a eu accès à un financement ici au Canada pour étendre ses activités et avoir davantage. Donc, s'il vous plaît, ça, c'est une formation pour ceux qui veulent aller loin. C'est pas pour ceux qui ont peur. Ici, on parle aux leaders. Ici, on parle aux chefs d'entreprise. Ici, on parle à ceux-là qui veulent se faire plus d'argent. OK? Vous êtes très intelligent. Vous pouvez faire les conversions et savoir exactement ce qu'est-ce qu'il faut. Est-ce qu'un certificat est délivré à la fin de la formation? Oui, un certificat est délivré à la fin de la formation pendant le voyage d'affaires. D'accord? C'est un voyage haut niveau, en fait. Donc, écoutez, c'est un voyage vraiment haut niveau. Je vous donnerai davantage d'informations au fur et à mesure par rapport à ce voyage. Comme j'ai dit, il y a très peu de places. OK? Alors, la formation dure combien de fois? La première partie, leadership influent, dure 3 mois. La deuxième partie, développement d'affaires, dure également 3 mois. Il faut savoir que nous avons deux fuseaux horaires. Nous avons le fuseau horaire Europe qui est tous les mercredis, voilà, tous les mercredis 20 heures de Paris, et le fuseau horaire Amérique du Nord, tous les jeudis 20 heures de Montréal. Ça fait en sorte que vous n'avez pas besoin voilà, vous avez vos fuseaux horaires et vous êtes dans le confort de vos maisons, vous suivez vos formations tranquillement. Vous prenez les rendez-vous avec Marthe Karine régulièrement pour l'accompagnement, pour travailler sur vos stratégies, travailler sur vos business. Et en fin de compte, ça devient très rentable parce que si vous devez prendre un rendez-vous d'affaires pour discuter avec moi directement, vous-même, vous connaissez le prix, hein, ça coûte franchement cher. Mais là, vous avez en plus de ça, plus, voilà. Le voyage d'affaires, c'est dans quel pays, s'il vous plaît? Est-ce que je leur dis le pays maintenant? Ah. Non, on va donner le pays à ceux qui vont prendre le rendez-vous, d'accord? Donc, ceux qui vont prendre le rendez-vous, on va leur donner le pays parce que nous sommes encore en train de finaliser pas mal de choses avec les hommes d'affaires dans ce pays-là, dont l'information n'est pas encore publique. Et comme j'ai dit, je prends très peu de personnes parce que je dois discuter avec ces personnes régulièrement, je dois les accompagner dans leurs activités, donc c'est pas ouvert à tout le monde, n'importe comment, quoi. Les plus violents auront une place, mais ceux qui ne sont pas violents vont attendre la prochaine fois. Comment transmettre sa vision à des inconnus? S'il te plaît, il faut t'inscrire à la formation. Parce que ça c'est l'influence. D'accord? Écoutez, moi, aujourd'hui, il y a 5 ans, vous ne me connaissez pas. On est d'accord. Mais aujourd'hui, vous me suivez. Vous prenez un temps de votre journée pour me suivre. Pourquoi? C'est ça l'influence. Il faut apprendre l'influence. Ça s'apprend en fait. Quelqu'un dit, j'ai pris rendez-vous aujourd'hui. OK, d'accord, on va te contacter, ne t'inquiète pas. Le voyage est inclus dans le prix? Non, le voyage n'est pas inclus dans le prix. Les prix que je vous ai donnés, c'est les prix de la formation. Le voyage a son prix de côté parce que vous-même, vous allez payer vos billets d'avion, on est d'accord. Vous allez payer votre chambre d'hôtel, on est d'accord. Donc, c'est surtout ça, en fait. Mais le voyage fait partie de la formation parce que c'est lors du voyage qu'on vous remet vos certificats. Et il faut savoir que les certificats sont reconnus par l'État canadien. Nous sommes un centre de formation agréé au Canada. D'accord? Donc, c'est reconnu par l'État canadien. Alors que si on a fini la formation de marketing digital avant de commencer la formation leadership, ben, si tu veux, tout simplement, comment respecter ses engagements, il faut apprendre à développer ton leadership et apprendre à être discipliné. Je voudrais avoir le numéro. Le numéro du secrétariat est sur cette affiche, tout simplement. Vous pouvez capturer la fiche et puis vous allez communiquer avec le secrétariat. Est-ce qu'on peut remettre le lien de l'inscription, s'il vous plaît? On va vous remettre le lien et on vous enverra aussi hein, le lien par email. Checkez vos emails. À chaque fois que vous voyez Marthe Karine qui vous a écrit, ouvrez vos mails. Cette formation est éligible pour ceux qui sont en Afrique. Bien sûr, j'ai des femmes qui sont en Afrique, qui sont dans la première cohorte, qui sont en train de créer leurs entreprises en Angleterre en ce moment, qui iront au voyage d'affaires rencontrer les fournisseurs. Et en fait, j'ai des femmes du gouvernement qui sont là, j'ai des médecins, j'ai des... Waouh, et c'est aussi un lieu de networking.
D'accord? C'est un lieu de networking avec une qualité de personne. Donc, vous ne voulez pas manquer ce voyage d'affaires-là. D'accord? Et pour être dans le voyage d'affaires, vous devez avoir fait la formation de leadership. Formation sur le leadership pour business des produits. Alors, la formation leadership n'est pas la formation e-commerce. J'ai des étudiants e-commerce qui ont fait la formation e-commerce, qui viennent dans la formation leadership pour qu'on travaille l'entreprise. Moi, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai plusieurs entreprises. J'ai des entreprises de e-commerce, j'ai des entreprises de formation, j'ai des écoles de formation, j'ai des investissements dans l'immobilier et tout ça. Mais qu'est-ce qui me permet de chapeauter toutes ces entreprises-là? C'est mon leadership. On est d'accord, c'est mon niveau de leadership. C'est la raison pour laquelle j'ai institué une école de leadership pour vous aider à mieux gérer vos entreprises et à mieux développer vos entreprises comme il le faut, sans avoir les mots de tête. Peut-on faire la formation e-commerce et leadership en même temps? Oui, c'est deux cursus complètement différents. E-commerce, leadership, c'est deux cursus différents, d'accord? Et tu sais qu'en en fin d'année, entre octobre, novembre, décembre, il y aura ce voyage-là. Et puis, ça va t'aider, quoi. C'est déductible aux impôts du Canada, bien sûr, puisqu'on vous remet euh, comment tu appelles ça? Facture. En fait, on vous remet une preuve d'inscription avec le nom de l'entreprise, toutes les informations qu'il faut, et puis c'est déductible n'importe où, hein, pas seulement au Canada. C'est déductible n'importe où. D'accord. Session e-commerce, c'est quel mois? Alors, la session e-commerce, c'est aussi au mois de mai. Je pense que c'est aussi au mois de mai. D'accord? Donc, pour toutes les personnes qui veulent plus d'informations, s'il vous plaît, contactez ce numéro qui est affiché, voilà, qui est affiché sur votre écran et puis vous contactez le Bureau du Canada tout simplement. La prochaine formation e-commerce, c'est au mois de mai. On vous enverra un mail avec toutes ces informations. Est-ce que vous travaillez avec des bénévoles? Tentez votre chance. J'ai des gens dans mon équipe aujourd'hui qui ont commencé comme bénévoles et puis aujourd'hui, ils font partie de l'équipe. La formation e-commerce, elle est à 600 livres, d'accord? La formation leadership, première partie, 999 livres ou 995 livres. Deuxième partie, 1500 livres, d'accord? C'est ça. Coucou Bertha, Bertha qui envoie les messages, j'espère que tu vas bien. Donc, les amis, on va s'arrêter là. On a un peu étiré sur notre temps. Passez une très belle soirée et on se retrouve une autre fois pour une autre formation comme celle-ci. Je la ferai régulièrement où on va vraiment aller en immersion avec des intervenants de qualité, vous donner l'opportunité de discuter avec nous directement. Le bootcamp, c'est quand le bootcamp? Le bootcamp, c'est bientôt. Le bootcamp, c'est bientôt. Vous aurez toutes les informations également par rapport à ça. Ouvrez vos mails. À chaque fois que je vous envoie, je ne vais pas vous envoyer les mails n'importe quoi. Comment on est. Non, pas du tout. Mais à chaque fois que je vous envoie un mail, sachez que c'est important. Ouvrez vos mails tout simplement. D'accord? Portez-vous bien et à très bientôt, les amis. Bye bye.